Dans cette table ronde, nous accueillons des chercheuses, philosophes, historiennes, sociologues, qui dans des domaines très différents et qu'on a rarement l'habitude de voir discuter ensemble, la surdité, l'environnement, se sont intéressés à la notion de réparation et l'ont fait travailler du point de vue des sciences sociales. Donc Andrea Benvenuto, qui vient de prendre la parole, est philosophe. Elle est maîtresse de conférences à l'EHESS. Elle est membre du Centre d'études des mouvements sociaux. Et elle aborde l'histoire de la surdité dans une perspective philosophique. Alors qu'au XIXe siècle, les enfants sourds étaient considérés comme des produits d'une tare, Andrea Benvenuto reviendra sur le rôle joué par l'abbé de l'Épée dans la redéfinition de cet état de nature et de ses conséquences sur la prise en charge des sourds. Elle observe actuellement le travail des dispositifs d'intermédiation culturelle au sein des hôpitaux qui abordent la réparation des sourds à travers la reconstitution du lien social. Soline Ventier, à l'extrémité, est historienne. Elle est doctorante à l'EHESS et membre du Centre de recherche historique. Elle étudie actuellement également le cas des sourds. Elle montre que si dans les débats publics, on voit souvent mettre en scène un antagonisme entre deux conceptions de la réparation des sourds, d'un côté une réparation des corps des sourds, centrée sur la surdité, pensée comme déficience, et de l'autre côté une réparation des torts faits aux sourds, à travers notamment la montée de nouvelles formes de revendication des sourds ou de la communauté sourde, Soline Ventier adopte un propos souvent plus nuancé sur cet antagonisme à travers l'étude des controverses autour des implants cochléaires. Laura Santemery est chargée de recherche en sociologie de l'environnement, donc elle nous fera rentrer dans un tout autre domaine où elle travaille avec la notion de réparation. Elle est donc chercheuse au CNRS, ou chercheure au CNRS, membre du Centre d'études des mouvements sociaux. Ses travaux portent sur la diversité des formes d'engagement pour l'environnement. Donc, après une première recherche autour de la catastrophe de Seveso, Laura Santemery va nous retracer le parcours qui l'a conduite à enquêter sur le mouvement de la permaculture. Elle va s'intéresser particulièrement aux gestes qui visent à réparer et aux différentes conceptions de notre lien avec ce qui nous entoure, comme nature, écosystème ou milieu. Alors je vais passer la parole à ces trois intervenantes et nous garderons un temps pour la discussion avec la salle. Voilà, donc la table ronde est entièrement traduite en langue des signes, donc nous allons progresser en tenant compte aussi de ne pas parler trop vite et de travailler sur ce point. Voilà. Je passe la parole à Andrea tout d'abord. Oui, merci Janine. Je vais être évidemment très, très synthétique et j'espère ne pas être trop caricaturale, mais avant que la surdité occupe une place centrale dans les discours qu'on voit aujourd'hui, donc dans les types de discours et de pratiques médicales qui visent à la réparer, qui visent à considérer la surdité comme une déficience qu'il faut à tout prix réparer, et que la surdité nous devient un sujet d'étude dans le champ qu'on connaît aujourd'hui de handicap et d'une certaine médecine de la réparation. La surdité a donné matière aux réflexions philosophiques depuis très très longtemps. En particulier, autour des XVIIe et des XVIIIe siècles, des débats philosophiques autour de la question de justement définir qu'est-ce qu'on entend comme nature humaine, qu'est-ce qui fait que l'homme soit homme, et en particulier délimiter ou de mettre au centre de ces questions de la frontière entre l'animalité et l'humanité, la question de la langue. Il y a eu une expérience au XVIIIe siècle, celle de l'abbé de l'Épée. Les personnes sourdes qui sont dans la salle vont m'excuser, ils connaissent très bien cette histoire, mais je vais quand même reprendre quelques éléments pour que vous compreniez comment au XVIIIe siècle il y a eu une ouverture
sociétal et philosophique sur la question de la surdité et que certaines expériences, ils ont révolutionné la vie des sourds, et non seulement en France, mais aussi dans le monde, puisque l'expérience de la VLP a été après diffusée dans le monde entier. Je terminerai donc pour vous montrer que cette matière à penser pour les philosophes au XVIIIe siècle, elle est devenue, dans l'espace d'un siècle, donc tout au courant du XIXe siècle, un objet presque exclusif de discours médico-réparateur de la surdité. Et aujourd'hui, on voit encore la trace de ces deux grandes, on va dire de manière très schématique, mais de ces deux grandes manières de concevoir la surdité, soit comme productrice d'une différence culturelle et linguistique, soit comme productrice d'une différence radicale qu'il faut normaliser à tout prix. Vous remarquerez également que malgré le fait que je dise que la surdité est devenue l'objet presque central des discours médico-réparateurs, les sciences sociales humaines, depuis pas très longtemps, mais quand même, depuis une trentaine, quarantaine d'années, ils se sont penchés sur la question pour étudier justement qu'est-ce qui fait que la surdité, qu'est-ce que la surdité produit dans le rapport au monde, et là d'un point de vue plutôt linguistique et culturel. Dans cette démarche qui est la nôtre, qui est depuis regarder la question des sourds du point de vue des sciences sociales, il y a une question qui me paraît très importante de signaler, et c'est un engagement, je dirais, si vous voulez dire militant, ça peut être militant, je dirais éthique et politique. Donc, nous parlons sur les sourds et sur la langue des signes, tout en gardant, et on fait des recherches, on fait des entretiens auprès des sourds, etc., de la communauté sourde, des associations, en fonction de nos sujets de recherche, mais nous gardons aussi toujours un spécial soin pour que la discussion autour des sourds et de la surdité, elle puisse se faire dans des conditions où les premiers impliqués puissent être inclus dans cette discussion. D'où la présence des interprètes en langue des signes pour que, effectivement, on puisse dialoguer avec les sourds, discuter avec eux et qu'eux puissent nous dire ce qu'ils pensent de nos recherches. Donc, je reviens à la question de cette expérience pédagogique de la VDLP, qui est un abbé qui naît en 1712, mais il est mort au moment de la Révolution française, donc en 1789, qui va, je passe les détails, mais ce qu'il va faire comme question clé dans son projet, c'est réunir un groupe d'enfants sourds autour d'un enseignement en langue des signes, comme langue des discussions, comme langue de l'oralité, on va dire. Et il va accomplir, en fait, dans ces projets, qui au départ, c'est un projet philanthropique, puisque c'est lui qui paye, hein, c'est lui qui va aussi payer le repas de midi et de soir qu'il va donner aux enfants sourds, de sa propre poche. Mais son projet philanthropique, il devient, aussi par une stratégie que la VLP a mis en place, un projet citoyen, un projet politique que la Révolution française va prendre en charge. Donc, c'est un moment clé puisque des expériences de préceptorat, des expériences individuelles, des expériences philanthropiques qu'il y a eu au long de l'histoire, particulièrement en Espagne au XVIe siècle, ce qui importe dans l'œuvre de la VLP, c'est que c'est devenu une affaire d'État. Et donc, l'éducation des enfants sourds, prise en charge par la Révolution, devient un problème d'ordre public et citoyen. Donc, la VDLP, il va accomplir une idée qui est une idée clé des Lumières, c'est l'idée de la régénération. Ça répond au fait que la Révolution, elle met en marche une rupture politique qui fait en sorte qu'on passe d'un régime barbare, un régime esclavagiste, un régime où on soumet les individus, on le laisse plutôt dans l'obscurantisme, à un monde nouveau où la figure de régénérer, grâce à cette rupture politique, elle va être absolument clé. La VDLP, il contribue à cette démarche et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles son œuvre a été aussi très bien prise en charge par les pouvoirs publics. Donc la VDLP, il va se faire écho en fait je dirais très schématiquement, il y a d'autres aspects, mais ce qui me paraît important de signaler, c'est des débats philosophiques qui vont porter sur la question clé à l'époque, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, des
quelle est, disons, la part des natures ou des cultures qu'on peut déceler chez l'homme, hein. Ce qui va... la question de la langue dans cette partie des natures et cultures qu'on peut déceler chez l'homme, et aussi comment on peut expliquer dans la forme de rentrer en relation des connaissances qu'on peut acquérir, la formation des connaissances chez l'homme, le rôle de la langue dans la formation des connaissances chez l'homme. Donc, ces trois grands sujets, je vais très très brièvement expliquer, et sont des sujets de débats philosophiques en XVIIe et XVIIIe siècle. Et la VDLP va faire une espèce de synthèse de ces débats qui portent sur une échelle très théorique, on va dire, pour concrétiser un projet qui va finalement changer la vie des sourds et va permettre la naissance d'une communauté linguistique comme celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, la première grande question sur la part des natures, des cultures qu'on peut déceler chez l'homme, c'est un débat qui se développe entre rationalistes et empiristes, des courants philosophiques qui vont s'opposer justement pour essayer de définir qu'est-ce que c'est finalement cette nature humaine qui est comprise comme un ensemble de caractéristiques non seulement biologiques, et ça c'est important, hein, c'est pas seulement la question des les yeux, les bras, les jambes, le cerveau qui permet le développement d'une langue, mais aussi des caractéristiques d'ordre intellectuel et moral. Est-ce que cet ensemble de caractéristiques va déterminer tout tracé, on va dire, depuis la naissance, va déterminer le comportement de l'homme, ou bien c'est le rapport au monde et à l'instruction, à l'éducation, et au rapport aux autres, qui va faire en sorte que cette nature s'est construite. Et donc, au XVIIIe siècle, les enfants sauvages, qu'il y a plusieurs cas de ce qu'on appelle les enfants sauvages, mais les sourds rentrent dans ces cas, ils vont servir aux philosophes pour donner des exemples, justement, soit pour argumenter à faveur d'une des courants, soit pour argumenter à faveur de l'autre. Donc, la question fondamentale, c'était est-ce qu'il faut voir ces enfants sauvages, aux sourds, comme quelque chose qui, l'éducation va les humaniser? Est-ce que c'est l'éducation qui va les rendre humains, ou bien c'est des arriérés, c'est des tares héréditaires et biologiques qu'aucune culture ne pourra sauver? Donc, si cette nature n'existe pas, finalement, est-ce que les caractéristiques humaines, elles vont dépendre de l'éducation, ou bien elles sont indépendantes de cette éducation? Ce qui est au fond ici, le fond de la question de cette discussion, est-ce qu'il y a un créateur finalement qui va déterminer de manière préalable la nature des hommes ou pas? Donc il y a une question aussi qui est disons, une prise de pouvoir de l'homme et son relation au milieu qui contredit le pouvoir divin qui est celui qui va établir quel est l'ordre sur lequel il faut s'ajuster. Donc, dans ces situations-là, les sourds à l'époque, ils vont être vus et servis d'exemple pour illustrer et pour argumenter. Je n'ai pas le temps, mais on a des discours médicaux, des discours philosophiques, etc., qui vont dire c'est la sourdité qui rend idiots les sourds. Hein? Et je suis très délicate avec les mots, parce qu'on a énormément des mots qui vont vont faire des images par rapport à l'animalité de la surdité. Donc on va faire des analogies avec les porcs, avec le perroquet qui est le plus commun, les singes, etc., etc. Donc est-ce que la condition des bêtes elle est due à la surdité, ou c'est bien parce qu'il y a un manque d'instruction des rapports au monde avec les autres qui rend ces sourds exclus d'une certaine humanité? Et la VDLP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre part justement pour l'instruction. Il va se dire les sourds, et à partir de cette langue qu'il a découvert qu'il a découvert une langue viso-gestuelle, celle que vous voyez maintenant, et à partir de cette langue, on va instruire les sourds
Et cette instruction, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle montre d'emblée que si on croit à un projet éducatif, ça veut dire que d'emblée on détermine l'humanité. Vous voyez, on ne peut pas prétendre d'éduquer quelqu'un qui on croit animal, qui on croit tellement idiot, imbécile ou porteur d'un tard que rien ne pourrait le transformer. Donc la mise en place du projet éducatif de la VDLP, c'est la preuve justement qu'il y a une humanité latente, on pourrait dire chez les sourds, que n'attend qu'à ressortir, et justement c'est à partir de cette instruction. Donc il y a dans ces projets, je disais, la langue des signes, c'est un élément important dans l'éducation des enfants sourds qui met en place la VDLP. Il y a une autre question qui est fondamentale, c'est la question linguistique. Donc les philosophes vont discuter à ce moment-là. Il y a une réactualisation de la pensée aristotélicienne. Aristote, c'est un philosophe beaucoup plus antique. On n'est pas dans le XVIIIe siècle, mais il y a une réactualisation de la discussion aristotélicienne dans laquelle Aristote place le caractère politique de l'animal humain, c'est-à-dire que si l'homme, c'est le dernier degré de l'évolution animale, c'est parce qu'il y a un caractère politique qui est déterminé à partir de la langue. Et c'est une langue qui est celle qui, c'est, on va dire, la possibilité de s'exprimer, le langage fait le commun. Hein? On peut construire une communauté parce qu'on a un lien qui permet la mise en commun. Et ces liens, c'est la langue. C'est une langue qui, en plus, il est à la base transmise par la famille, hein, qui est l'unité des bases de la société. Vous voyez, la philosophie politique, on travaille beaucoup sur ces questions-là. La question fondamentale pour Aristote, c'est que la langue, pour Aristote, elle n'est pas détachée de support physique qu'il apporte. Je veux dire par là, c'est que le corps, il est complètement engagé dans la construction de la langue. Et ces corps-là, pour Aristote, c'est le fait que le son et les cris qui est, on va dire, tous les animaux, ils sont capables de percevoir, pas tous, mais bon, sont capables de percevoir un son. Mais pas tous les animaux sont capables de transformer ces sons dans un cri, entre guillemets, articulé qui puisse être compris dans une forme de médiation symbolique avec le monde. C'est-à-dire n'importe quel animal peut produire un cri, seulement l'animal humain va faire de ces cris un symbole qui va lui permettre de parler du monde. Hein? Vous n'avez pas besoin, je fais un cours de philo là, mais vous n'avez pas besoin, quand vous parlez d'une langue et cette capacité symbolique de la langue, vous n'avez pas besoin d'avoir un verre d'eau devant vous pour parler d'un verre d'eau. Donc cette possibilité de détacher le monde physique à partir de la symbolisation, qui est la langue, c'est ce qui fait en fait l'humanité de l'homme. Et donc pour cela, Aristote dit, c'est seulement à travers la langue articulée qu'on arrive à faire ça, puisque toute autre manière, comme celle des sourds, et là Aristote va aussi prendre par la question des sourds, comme celle des sourds, elle ne fait que nous laisser attachés au monde matériel, puisqu'on a besoin de corps pour montrer la chose, pour dessiner la chose, et donc ça nous laisse attachés et nous laisse trop collés au monde, il n'y a pas de possibilité de symbolisation. Donc cette question-là, elle va traverser toute l'histoire de la surdité, et croyez-moi, ça continue à le faire. Aujourd'hui, c'est très difficile, il y a des moments, dans certaines circonstances, où on remet en cause la capacité d'abstraction des sourds, parce qu'on dit que les sourds sont très simples, parce que la langue des signes, c'est une langue de corps, et voilà. Donc on minorise le statut linguistique de la langue des signes par rapport à ce modèle qu'on a de aristotélicien. Et d'autre part, il y a une autre manière de voir les choses, c'est de dire, finalement, ce qui importe, ce n'est pas du tout le support physique. On s'en fiche si la langue elle est construite de manière audio-phonatoire, c'est-à-dire on entend et on sort, ou bien de manière visuo-gestuelle, comme c'est une langue des signes. N'importe le support physique, ce qui importe, c'est qu'il y a quelque chose qui unit tous les hommes et qui fait l'humanité, justement, qui est la raison.
C'est un principe qui va organiser la manière de penser, la manière de symboliser et qui est complètement indépendante de support physique. Cette question-là, ils vont permettre justement à la VLP de se dire, eh bien finalement, effectivement, oui, les sourds participent à l'humanité puisque on est tous fils de même créateur, donc c'est Dieu qui nous a construit, qui nous a donné cette raison qui nous fait humains, et donc c'est pas grave si un sourd parle ou un sourd s'exprime en langue des signes ou par l'écrit. On est tous capables de communiquer et d'entendre le verbe divin. Et donc, c'est à partir de là que la VLP va mettre en place ce projet qui, au fond, rend une certaine justice à ces sourds que, pour l'instant et jusqu'à présent, ils n'avaient pas des moyens de faire communauté. Hein, ils étaient isolés. Alors, je vois que le temps passe et donc je vais peut-être... Peut-être après ce détour philosophique extrêmement important, on va passer peut-être au débat contemporain autour des différentes perspectives de la réparation des sourds avec Soline Ventier qui va nous parler de son travail. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon pour le micro? Je voudrais en fait, juste avant d'entrer dans le vif du sujet de la question de l'implant cochléaire et la manière dont c'est un objet qui cristallise en fait les différents cadres de compréhension de la surdité, faire un retour sur le 19e siècle très rapidement et sur la médicalisation de la surdité et le développement en fait d'une clinique de la surdité, de l'idée de curabilité de la déficience auditive qui apparaît dès le début du 19e siècle, notamment à travers la personne du premier médecin en chef qui a été nommé à l'institution des sourds-muets, qui a été l'institution créée par l'abbé de l'Épée à la fin du 18e siècle. Et ce médecin qui s'appelle Itard est l'inventeur notamment de l'acoumètre, qui devient un instrument de mesure en fait, des différents degrés de déficience auditive et donc qui permet de quantifier la perte auditive par rapport à la norme qui est l'entendance. Et Itard publie également le traité des maladies de l'oreille et de l'audition en 1821, donc qui qui produit un mouvement qui fait rentrer la surdité dans le domaine du pathologique et de la maladie. Tout au long du 19e siècle, je ne rentre pas dans le détail, mais ont lieu au sein de l'Institut des sourds-muets diverses expérimentations médicales visant à réhabiliter l'audition chez les élèves sourds de l'institution. Sont mis en place également des cours d'articulation pour apprendre aux élèves sourds à parler. Donc c'est le développement de ce qu'on a appelé une orthopédagogie où l'éducation et le développement de la parole et de l'audition sont étroitement liés. Cette construction en fait, historique de la surdité comme déviation par rapport à une norme, c'est important aussi de préciser qu'au début du XXe siècle, elle rencontre la construction du champ du handicap comme catégorie médicale et administrative, à travers en particulier le développement de la médecine de réadaptation qui vise un retour à un état antérieur pré-mutilation, notamment à travers les blessures de guerre qui ont cours au lieu de la Première Guerre mondiale et également des blessures qui sont liées aux accidents du travail qui ont à la fin du 19e siècle et début 20e siècle. Et de manière significative, les institutions pour enfants sourds pendant la Première Guerre mondiale ont été des lieux d'accueil et de soins des mutilés de l'ouïe, des soldats mutilés de l'ouïe pendant la Première Guerre mondiale. Et donc toute cette médecine de la réadaptation se développe au cours du XXe siècle et investit le champ de la réadaptation auditive, notamment d'un travail de tout le développement de l'orthorinolaryngologie, de la médecine de la surdité, et le développement des prothèses auditives qui se complexifient et dont la diffusion se massifie à partir des années 1950. Ces prothèses auditives permettent d'intervenir d'amplifier, de produire une amplification des sons pour les personnes
qui ont une surdité moyenne ou légère, mais ne permettent pas d'intervenir dans le cas des surdités profondes. C'est ce qui change avec la question de l'implant cochléaire quand celle-ci apparaît sur la scène. Le développement de l'implant, la première expérimentation médicale qui est considérée comme un moment fondateur dans l'histoire technique de l'implant a lieu en 1957 et diverses expérimentations ont lieu jusqu'aux années 1970 et les premières implantations en fait concernent des personnes qui ont perdu l'audition, donc avec une idée de la réinstauration d'un état antérieur à la maladie ou à l'accident qui ont causé la surdité. Mais les personnes qui sont nées sourdes sont présentes dans l'horizon clinique dès le début du développement de l'implant. Dès la première expérimentation en 1957, les médecins, les scientifiques qui ont produit un rapport sur cette expérimentation envisagent dès ce moment-là l'application de leur innovation aux personnes sourdes de naissance. Donc l'implant... les années 60 en fait, sont caractérisées par des expérimentations aux États-Unis et l'implant revient sur le sol français en 1976 à travers la médiation de Claude-Henri Chouard, qui est un médecin interne dans les hôpitaux de Paris. Et dès la fin des années 70, en 1979 plus précisément, une quarantaine de personnes ont été implantées. Alors, j'ai oublié, pour les personnes qui connaissent pas la question de l'implant cochléaire, je précise juste, les implants sont différents des prothèses auditives en ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale pour poser une partie interne au sein de l'oreille interne et avec une prothèse auditive externe qu'on peut enlever ou remettre, mais la partie interne demeure en permanence. Et cette partie interne stimule le nerf auditif et court-circuite en fait les parties déficientes de l'oreille interne et moyenne. Donc, la plupart des premières opérations, des premières expérimentations de l'implant cochléaire concernent des adultes devenus sourds, mais on a déjà des personnes adultes sourdes de naissance qui sont implantées et un enfant de 9 ans. Et c'est intéressant, on peut voir la manière dont ces premières opérations sont cadrées et définies à travers plusieurs types de sources. Donc on peut voir les documents qui sont engendrés par la controverse scientifique de l'époque entre les médecins. On peut voir aussi les comptes rendus médiatiques des premières implantations et les discours des professionnels qui ont développé l'implant. Donc là, je vais donner juste un exemple de discours qu'on retrouve dans un ouvrage qui s'intitule « Entendre sans oreille », qui a été publié en 1978 et qui a été écrit par Claude-Henri Chouard, donc l'instigateur des premières implantations en France. Et on voit bien comment le cadre d'intelligibilité de l'implant cochléaire est posé comme normalisation du sourd. Donc ici, là, je vais citer un extrait où Claude-Henri Chouard parle de Lucien, donc prénom fictif donné à l'enfant de 9 ans qu'il a implanté à la fin des années 70. Après l'implantation, Lucien devra être mis dans une école d'enfants bien entendants. C'est indispensable pour qu'au long de toutes les journées, il apprenne à parler normalement et apprenne ainsi à comprendre le français et non les bourris gargouillants de ses actuels compagnons de misère. La sanction, donc ici, les risques qu'il prend à faire une opération inédite sur cet enfant. La sanction ne serait, après quelques semaines ou quelques mois d'audition, que la déception d'un retour transitoire au silence. Dans 2 ans, le retard intellectuel de Lucien serait bien plus sensible qu'actuellement. À mon sens, il valait beaucoup mieux, puisque maintenant tout me semblait au point, de le faire entendre le plus vite possible et essayer de lui donner les moyens de devenir un adulte normal. Autre passage que je trouve assez significatif et intéressant, il s'exprime là au sujet d'un autre patient adulte, sourd, qui s'exprime en langue des signes. Et en attendant, notre tailleur, donc cette personne est tailleur, notre tailleur entend toujours. Dans son appartement, la sonnette de la porte d'entrée vient d'être modifiée. En plus de la grosse lampe qui, violemment, s'éclairait quand un visiteur l'actionnait de l'extérieur, une alarme sonore a été ajoutée, qu'il entend et reconnaît, même quand il a le dos tourné. Sa femme, étonnée, sourde muette, elle aussi,
le regard de devenir peu à peu normal. Donc là, à travers ces 2 extraits que j'ai cités, on voit, c'est des extraits qui sont caractéristiques du discours dominant sur l'implantation dans les années 1970-1980, où on voit à la fois la question de la langue, donc le déni de la valeur linguistique de la langue des signes, et donc la réparation de la capacité de langage de la personne sourde à travers l'implantation. Et on voit aussi la réparation de la surdité en elle-même, de l'absence d'audition et de ses manifestations, en particulier dans le 2e extrait où la personne est sourde, elle a mis une sonnette lumineuse pour pouvoir savoir quand les personnes sonnent à la porte. Mais là encore, il est important de normaliser et de remplacer ce signal sonore ce signal lumineux par un signal sonore. Ouais. Donc ça, c'est les premiers discours autour de l'implant. J'essaie d'aller plus vite. Dans les années 80-90, la clinique de l'implantation se stabilise et pour les personnes adultes devenues sourdes. Et se produit un mouvement qui inclut progressivement dans le public des personnes visées par l'implantation cochléaire les enfants sourds. Et là encore, l'inscription de l'implant pédiatrie dans un dispositif de réparation est dominant. Par exemple, le diplôme universitaire d'implantation qui a été développé à destination des équipes ORL qui souhaiteraient implanter à leur tour dans les centres d'ORL des hôpitaux. Donc ce diplôme universitaire qui est proposé par Claude-Henri Chouard, que j'ai mentionné tout à l'heure, mentionne l'absence de la langue des signes comme un critère de réussite pour l'implantation cochléaire. Et les équipes médicales encouragent l'implantation la plus précoce possible, car elle serait alors plus efficace au regard de la notion de période critique d'acquisition du langage, donc oral, là encore dans cette perspective. Et peu à peu, l'implantation est prise en charge par les politiques publiques. L'implantation a été prise en charge par la Sécurité sociale en 2009, il y a 10 ans. Et elle est institutionnellement inscrite dans l'ensemble des dispositifs thérapeutiques, entre guillemets, destinés à la surdité. Par exemple, la Haute Autorité de Santé, en 2007, lors d'un débat sur la question de la mise en place du dépistage néonatal massif de la surdité, donc à 2 jours après la naissance, est-ce qu'on va proposer dans toutes les maternités la possibilité de dépister si un enfant est sourd? Donc la Haute Autorité de Santé propose un avis, rend un avis qui dit pour les conditions en fait, pour la mise en place d'un dépistage de masse et l'existence de thérapeutiques, l'implantation cochléaire étant une thérapeutique de la surdité et existant avec d'autres facteurs, la Haute Autorité rend un avis favorable à cette mise en place du dépistage. Donc là, c'est le cadre qui inscrit l'implant cochléaire comme réparation de la surdité sur divers aspects, comme on l'a vu. Mais il existe aussi un cadre alternatif dans lequel l'implant cochléaire est vu non plus comme une réparation de la surdité, mais comme une atteinte posée à la personne sourde, atteinte qui elle-même nécessite réparation. À travers notamment des collectifs d'associations, donc j'en citerai 2. L'association Sourds en colère qui a été fondée en 1993 et qui s'engage dans un mouvement de contestation de l'implant qui va faire de l'implant j'essaye en fait de synthétiser en même temps donc j'ai un peu de et qui va avoir des revendications de plusieurs ordres, notamment la défense de la langue des signes pour l'enfant sourd, langue des signes que les pratiques d'implantation à ce moment-là dénient, et dénonce également l'implant comme l'instrument d'une médecine qui voudrait éradiquer les personnes sourdes. Donc l'association parle de purification ethnique pour désigner en fait les pratiques d'implantation cochléaire. Et donc l'implant est vu comme un objet qui cristallise une longue histoire en fait, de conflit entre les sourds et la médecine de la surdité. Et on voit en fait diverses formes de contestation de l'implant à travers différentes natures d'atteintes subies. Et par exemple, l'implant est vu comme causant un dommage médical à travers les effets secondaires de l'implantation. Par exemple, le fait que l'implant puisse causer des hémiplégies faciales lors de gestes opératoires qui sanctionnent des nerfs du visage,
des vertiges, des maux de tête, des pannes nécessitant des réopérations, etc. L'implant est vu aussi comme causant des dommages linguistiques à travers la notion de privation linguistique qui fait que l'implantation sans proposition de langue des signes pourrait produire pour des enfants sourds des situations où les enfants n'ont accès à aucune langue, que ce soit ni la langue des signes ni la langue orale. Et comme l'implant est vu aussi comme produisant potentiellement des dommages identitaires à travers des problèmes identitaires vécus par les personnes implantées qui ne se retrouveraient ni dans le monde sourd ni dans le monde entendant. On pourra, je pense qu'il faut que j'arrête ici. Mais merci beaucoup Soline. Je pense qu'on reviendra largement dans le débat en fait sur ces conflits entre ces deux formes de réparation, une réparation des corps avec une conception de la médecine qui n'est pas la médecine dans son ensemble, on pourra en discuter également. Et une conception de la réparation des injustices faites aux sourds ou perçues par les sourds comme une manière d'éradiquer une identité et une communauté qui revendique. Donc on y reviendra largement, je pense, dans le débat. En attendant, on va faire un pas de côté, mais ce n'est pas un pas de côté, c'est pour nous interroger sur qu'est-ce que c'est cette réparation, cette notion de réparation, quand on va la faire jouer dans un tout autre domaine, qui est celui de l'environnement, de la réparation des désastres, de la réparation de la nature, là dans son sens milieu, écosystème. Donc on va donner la parole à Laura Santéméry sur ces questions, et puis on engagera un débat avec la salle. Alors, merci beaucoup. Alors moi, je vous invite justement à aller dans un lieu qui est la ville de Seveso. Et donc, malheureusement, ces derniers jours, on a à nouveau entendu parler de zone Seveso. En fait, avant d'être un qualificatif pour une zone à risque d'accident majeur, Seveso est une ville qui se trouve à 20 km de Milan. Et c'est une ville qui a été le théâtre d'un accident industriel en 1976. Un accident qui a causé une fuite de dioxine et la contamination d'un territoire où vivaient environ 12 000 habitants. De ces 12 000 habitants, 736 furent obligés de laisser leur maison, donc furent déplacés. 80 000 animaux d'élevage furent tués pour des raisons de précaution, sans compter la mort de petits animaux comme les oiseaux. Et une zone d'environ 15 hectares fut transformée dans un désert. Parce que voilà, on enleva tout ce qu'il y avait, les maisons, les arbres, les plantes et même la couche superficielle du sol pour environ 45 cm. Donc une véritable destruction de nature, on peut dire. En fait, quand j'ai dû décider de quelle recherche faire pour ma thèse de doctorat, moi j'étais intriguée par l'idée de qu'est-ce qui arrive après ce type de destruction de nature. C'est-à-dire comment on continue à vivre là où il y a eu une telle destruction de nature. Qu'est-ce qui se passe dans un territoire à tel point défiguré 10 ans après l'accident, 20 ans après l'accident, 30 ans après l'accident. Comment on répare ce genre de dommages? Et cette recherche a été fondamentale, c'est-à-dire que je continue à m'interroger sur les questions que l'expérience d'aller 30 ans après l'accident sur ce territoire m'a suscité. Parce que tout d'abord, moi j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens qui avaient vécu l'accident. J'ai fait un gros travail sur les archives de l'époque. Et une chose qui m'a immédiatement sauté au visage était que cette destruction de nature avait en réalité pris la forme d'une pluralité extrêmement large de dommages. C'était des dommages à la santé humaine, des dommages à la santé environnementale, donc des dommages à des écosystèmes, des dommages au paysage, à la réputation du lieu, c'est-à-dire que le stigma de la contamination était passé du territoire aux gens. Donc les gens étaient stigmatisés comme des gens qui provenaient d'un lieu contaminé.
le dommage économique, bien évidemment, le dommage au lien social, parce que les déplacements avaient créé une vraie rupture au niveau de la communauté locale. Et voilà, Marseille a récemment connu ce type de dommage. Aussi, voilà, des myriades de petites souffrances qui n'arrivaient même pas à se déclarer comme dommages. Genre la souffrance d'avoir dû laisser sa maison, de se séparer de ses plantes et de ses animaux, de se séparer de petites habitudes, de se séparer des objets qu'on avait dû laisser dans les maisons détruites, et jusqu'à la souffrance d'avoir décidé de ne pas avoir un enfant parce qu'on avait trop peur du risque tératogène de la dioxine. Donc, effectivement, les implications multiples d'une destruction de nature se sont immédiatement révélées à mon regard, aussi dans leur part d'indicible. C'est-à-dire que des choses se disaient, elles étaient dicibles, d'autres ne se disaient pas. Elles restaient comme des souffrances personnelles qui touchaient l'intimité. Et donc, ça m'a donné la mesure de à quel point on est en fait imbriqué avec nos espaces, avec les objets, les autres êtres. Et après, voilà, j'ai eu la possibilité de suivre le destin de cette espèce de désert qui s'était créé au milieu de la ville. Qu'est-ce qu'on a fait de ce désert au milieu de la ville? Et là, ça a été intéressant parce que, à l'époque de l'accident, les pouvoirs publics avaient proposé la construction d'un énorme incinérateur pour traiter les déchets toxiques en toute sécurité. En fait, l'idée, c'était c'est un désert, cette zone, donc on va y construire un grand incinérateur pour brûler tous les déchets produits par la décontamination. Et face à ce projet porté par les pouvoirs publics, il y a eu une vraie mobilisation populaire qui a demandé non pas la construction d'un incinérateur ailleurs, mais la construction d'aucun incinérateur et plutôt l'enfouissement dans ce même endroit, dans ce même lieu des déchets toxiques, et la construction, la fabrication sur la surface d'un bois. Et un bois de chêne, parce que typiquement dans cette zone, il y avait beaucoup de bois de chêne avant. Et c'est effectivement, c'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, dans cette zone qui était un désert après le désastre, aujourd'hui on a un bois qui s'appelle le bois des chênes, justement, et qui a été récemment classé comme parc naturel, ce qui suscite quelques perplexités parce que les déchets sont toujours enfouis dans le sous-sol de ce parc. Le parc est ouvert au public depuis 1996. On peut dire, voyez, on peut régénérer, on peut reforester, on peut restaurer. Voilà qu'une communauté a été résiliente. Voilà que donc on peut polluer au final et après recréer de la nature. Parce que voilà, la nature se régénère, elle a une capacité de régénération qui, alliée au savoir technique, fait qu'on peut recréer des espaces de nature là où on avait créé un désert ou là où on avait pollué. Et en fait, le cas de Seveso m'a appris que cette manière de penser la réparation de la destruction de nature avait posé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que oui, le bois de chêne est un succès, on peut dire, de reforestation, mais en même temps, ce parc reste une espèce de bulle entouré par un territoire où des logiques d'exploitation continuent à se reproduire, où des désastres beaucoup moins visibles que la contamination de dioxine, mais pas pour autant moins problématique, continue à se poursuivre. Donc il y a une consommation de sol extrêmement importante et des pollutions chroniques qui continuent. C'est-à-dire que, voilà, oui, on a reconstruit une forêt, mais est-ce qu'on a pour cela vraiment réparé quelque chose de plus fondamental? Et effectivement, Seveso m'a offert la possibilité de voir justement comment certains acteurs ayant vécu le désastre avaient toute autre interprétation de qu'est-ce que c'était réparer le dommage causé par la destruction de nature. Une vision du réparer, non pas comme réparer une étendue, réparer tout juste un espace et son fonctionnement écologique, mais réparer une relation. C'est-à-dire que
pour ces acteurs-là, il n'était pas juste question de de recréer des services écosystémiques, par exemple, ou de restaurer un paysage. Pour ces acteurs-là, la question était d'arriver à une inscription, on peut dire, différente de sa vie humaine dans les lieux. C'est-à-dire que la question n'était pas tellement celle de reprendre à vivre dans un lieu qui avait connu cette destruction de nature. L'enjeu, c'était réapprendre à vivre, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une nouvelle manière d'être en relation à l'environnement en prenant en compte l'interdépendance avec ceux qui nous entourent que l'accident avait révélé. L'accident avait rendu certains des acteurs extrêmement sensibles à ces interdépendances, au fait qu'on est en fait constitué en tant qu'être humain par ceux qui nous entourent, donc par un tas d'autres êtres vivants qui sont des vivants non humains, mais qui participent de ce qu'on est en tant qu'humain. Et donc, bien évidemment, à la base de cette idée de réparation, il y avait l'idée que le dommage avait été possible parce qu'on avait coupé quelque chose, on avait coupé un lien, on avait coupé aussi une conscience de l'interdépendance. Et donc, réparer ce dommage, c'était aussi retrouver cette conscience de l'interdépendance. Et donc, ce n'était pas juste fixer le problème écologique, c'est-à-dire recréer un espace écologique fonctionnant, ce qu'on a fait avec le bois des chênes. Et il y a eu des techniciens qui se sont chargés de ça. C'était donner un nouvel sens à cet espace et donner un nouvel sens à la manière d'habiter ces vaisseaux et les lieux. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ces acteurs ont fait ? Alors, vous devez savoir que suite à la contamination, beaucoup de terres à Seveso, c'était une terre où on ne pouvait plus construire et c'était une terre où, bien évidemment, on ne pouvait plus cultiver. Ce qui fait que la nature avait repris sa place, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'espaces réoccupés par des formations spontanées de nature. Mais bon, on peut dire ça c'est bien, oui et non, c'est-à-dire que c'était quand même des espaces où des espèces avaient trop proliféré en empêchant à d'autres espèces d'émerger. C'était donc des espaces, oui, de nature, mais une nature quand même où il n'y avait pas beaucoup de biodiversité. Et donc, ces acteurs ont dit, ben voilà, il faut renouer le lien avec ces espaces-là. Et il ne faut pas les laisser abandonner parce qu'ils étaient aussi devenus des déchetteries, fondamentalement. Et donc, voilà que l'idée commence à faire son chemin, qu'il fallait prendre soin, et c'est ça les mots que ces acteurs utilisent, de ces lieux abandonnés. Et de cette nature que, oui, elle avait repris ses droits, mais dans l'abandon, elle n'avait pas non plus trouvé une manière de vraiment s'épanouir. Donc il y avait une idée très intéressante de dire que la présence humaine dans ces lieux était quelque chose qui pouvait aussi aider un épanouissement du côté de la nature comme du côté des êtres humains. Et donc, c'était vraiment l'idée qu'avec certains gestes d'attention, de soins, de réparation que les humains apportaient, voilà qu'on pouvait recréer une manière d'être ensemble avec ces espaces de nature et leurs habitants, à même de produire vraiment des biens communs. C'est-à-dire que c'était la production de biens qui n'étaient pas des biens cumulés par certains acteurs, c'était vraiment quelque chose qui bénéficiait, étant ces espaces des espaces publics, à tout le monde. Et donc, dans ce cas, vous voyez, la réparation n'était pas juste conçue comme recréer des fonctionnalités écologiques, même s'il était aussi question de recréer des fonctionnalités écologiques. C'était vraiment changer la manière d'être en relation avec l'environnement, c'est-à-dire retrouver un sentiment de communauté avec les habitants de ces espaces et retrouver aussi des savoir-faire, donc une manière d'agir dans ces espaces, donc retrouver des gestes qui pouvaient aussi être le geste de ne pas intervenir, de ne pas agir, mais dans l'attention, dans l'écoute, dans l'observation. Et donc, en posant la question de la réparation sous l'angle de la réinscription
dans les lieux, de notre manière d'être en relation, vite ces acteurs étaient confrontés à la question de l'économie au sens substantiel, c'est-à-dire de comment en fait nos inscriptions dans les espaces est en fait très dépendant de la manière dont on donne une réponse à nos besoins fondamentaux, de se nourrir, habiter, s'habiller, se soigner. Et donc, rapidement, la question du réparer cet espace qui avait connu une destruction de nature a rencontré la question vraiment de l'économie. Et donc, d'inventer une nouvelle économie écologique, sociale et solidaire. Donc voilà, la chose qui m'intéresse en vous racontant tout ça, c'est d'insister sur l'idée de réparer la nature comme transformer des relations avec des êtres, avec des espaces habités par des êtres, donc comme une question d'élargissement de la communauté aussi, de la communauté politique, on peut dire. Et donc, ce n'était pas une question d'adapter un objet à des besoins. Ce n'est pas la question de pouvoir utiliser un espace, c'était vraiment la question de recréer un lien. Donc, dans mes recherches successives, c'est là que j'ai compris aussi le sens profond de l'oikos, qui est la racine commune à économie et écologie. C'est-à-dire que, il y avait cette question de l'habiter qui s'imposait comme une question centrale. Et donc, moi, après Seveso, j'ai enquêté dans d'autres situations, au début sur des enquêtes sur des luttes écologiques contre les grands projets inutiles, et plus récemment sur le mouvement de la permaculture. Et ce n'est pas par hasard, parce que justement, dans ce mouvement de la permaculture, l'idée de réparer le dommage de l'environnement à partir d'une réinscription dans un milieu, donc réinscription qui accompagne et qui oriente le geste technique de la réparation écologique, cette réinscription est centrale dans l'idée qu'en fait, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de réhabiter. Donc, il faut réapprendre quelque chose qui n'est pas une technique, qui n'est pas juste une technique, qui n'est pas juste une science, mais qui est vraiment un art, donc un savoir-faire, un ensemble de manières d'être au monde qui constitue un réhabiter. Donc le réhabiter, c'est un savoir-faire pratique et c'est une éthique du prendre soin de la terre pour signifier un prendre soin qui doit être également vers des humains, mais également vers l'ensemble des êtres qui participent de notre possibilité d'être des humains. Êtres qui ne sont pas d'emblée immédiatement des êtres humains, donc c'est les bactéries de la terre, c'est tout un ensemble composite d'acteurs de la communauté du sol, qui font que les sols sont fertiles, mais parce qu'il y a une communauté d'habitants de cette communauté du sol qui rendent possible la fertilité. Donc la permaculture comme réinscription et capacité de se réinscrire dans cette communauté. Et donc, c'est la recherche sur la permaculture donc, qui m'a confirmé que cette notion de réparer peut être une notion puissante pour penser l'engagement pour l'environnement, mais bien évidemment à condition de sortir d'une vision simpliste de réparer comme retour à la norme, au retour à une normalité présumée de ce qui est la normalité. Mais plutôt, le réparer comme une transformation, mais une transformation qui se fait dans le respect de persistance. Donc c'est oui changer, mais avec des persistances qui restent. Et de ce point de vue, moi j'ai été très touchée par le travail d'un artiste qui s'appelle Kader Attia et qui a longuement travaillé sur la réparation. Non pas justement comme l'effacement de ce qui rend anormal, de ce qui est anormal, mais au contraire comme une vision de réparer qui est intégrer ce qui est l'autre, mais l'intégrer dans le maintien d'un fil avec le passé. Et donc, pour vous dire, et je vais vite sur ça, à part, peut-être vous connaissez l'art japonais du kintsugi, qui est l'art de réparer les céramiques en donnant beaucoup de visibilité aux fissures. Donc,
il présente aussi l'exemple des masques africaines qui sont traditionnelles, qui sont réparées en utilisant des objets absolument incongrus, avec aucune volonté d'être dans une espèce de reproduction de ce qui serait l'authentique. Et c'est là qu'il nous permet de voir une autre manière de penser le réparer, justement comme une forme presque de digestion de l'autre, c'est-à-dire qu'on l'intègre et on change en intégrant cet autre ce qui rend visible la trace de quelque chose qui s'est passé, mais aussi la naissance d'un autre devenir possible. Et donc j'insiste sur le réparer parce que par rapport à la régénération, qui est un autre mot-clé aujourd'hui dans les discours écologiques, je trouve que la régénération est un concept important. En même temps, elle peut porter au risque d'imaginer que cette force vivante de la nature qui ne s'épuise jamais, elle soit justement quelque chose dont on peut, à laquelle on peut aller chercher pour relancer à chaque moment la récréation. Donc ça peut vite amener à une autre forme de prométhéisme, comme quoi voilà, la force de la vie qui continue quand même est une force qui nous permet de régénérer constamment. Et en fait, je trouve que le réparer, par contre, il invite à une forme de limite, c'est-à-dire que oui, bien sûr, la vie continue, mais quand même, la réparation invite à penser toujours cette continuité, alors invite à penser la continuité, là où la régénération, elle peut bien se passer du passé. C'est-à-dire que la réparation aussi maintient une relation au concept de la responsabilité aussi. Donc la réparation n'efface pas le fait qu'il y a eu un passé qui a causé ce qu'on est en train de réparer. Là où la régénération peut vite nous amener vers quelque chose qui oublie le passé. Et donc voilà, si on revient au verbe réparer, et je tenais à terminer sur cet aspect-là. C'est intéressant parce que voilà, vous voyez qu'on a une espèce de multiplication, comme Janine l'évoquait en introduction, de re ou ré. Donc c'est réhabiter, réapprendre, réparer, restaurer, régénérer. Et donc moi je me suis intéressée à ce préfixe parce que ce préfixe re ou ré, quand il est ajouté à des verbes, en fait il est extrêmement bizarre. Il peut dire deux choses opposées parce que ça peut dire la répétition de l'identique ou ça peut dire aller à l'opposé, comme quand on se retire, c'est-à-dire on va à l'opposé, on attire, on retire. Mais il y a un troisième sens de ce préfixe qui m'intéresse beaucoup, qui est plutôt une intensif, comme quand on réfléchit, on repense, on réévalue. Quand on repense, c'est pas qu'on pense la même chose, hein, on pense mieux. Et donc c'est effectivement cette idée de ré qui m'intéresse de souligner dans le réparer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose d'avant, mais qu'on fait ce qu'on était en train de faire avec une conscience accrue de ses implications. Voilà, et je m'arrête là. Voilà, merci à toutes les trois. Je pense qu'on a exploré à la fois la diversité de ce qu'on peut rentrer dans la notion de réparation et surtout ce que les acteurs rentrent pour notamment, comme vous l'avez dit, élargir la communauté des êtres qui comptent. On le voit dans différents domaines. Donc maintenant, je pense qu'il va y avoir des questions de la salle. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers les intervenantes. Donc je laisse la parole à la salle. Des questions? Réactions? Oui, monsieur? Bonjour. À vrai dire, je voudrais revenir sur la langue des signes et l'abbé de l'épée. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'important que vous avez omis de dire. C'est qu'effectivement, il y a eu cette transmission et l'invention de la conception de cette langue. Mais ensuite, il y a eu quand même l'interdiction de cette langue. Et quand même par le pouvoir politique. Et une des raisons pour laquelle elle a été interdite, c'est que effectivement, c'était la langue du secret. Et que dès l'instant où le pouvoir en place n'arrive pas à comprendre une langue, qu'est-ce qui a été fait? Elle a été interdite.
Et finalement, elle a été ensuite réhabilitée, mais très récemment. Donc, moi, à vrai dire, je m'exprime à double titre. À vrai dire, je suis devenu sourd il y a 20 ans. Et à la même année, enfin, il y a 20 ans, je co-dirigeais un centre dramatique national. Et il se trouve que Emmanuelle Laborie nous avait donc directrice d'IVT, donc la compagnie professionnelle de comédiens et comédiennes sourds, nous avait sollicité pour imaginer une formation professionnelle mélangeant des comédiens entendants et non entendants. Et donc nous avons... Et pourquoi elle nous a sollicité? Parce que 20 ans auparavant, nous avions créé un spectacle à partir de la parole des habitants, et ce spectacle était un spectacle sans parole. Et ce spectacle s'appelait Le Bal, et donc on a tourné dans le monde entier, et Torres Scola, on a fait un film. Et donc de ce travail-là, avec des comédiens sourds, ça a complètement chamboulé notre travail à nous. Moi, je n'étais pas comédien à l'époque, hein. Mais ça a chamboulé notre perception même du travail et de la rencontre avec les habitants. Et ça a chamboulé parce que, à vrai dire, 1 an après, la moitié des comédiens on embauchait des comédiens non entendants au sein de la compagnie. Et tous les spectacles de la compagnie étaient en double langue. Et le public aussi. Et donc voilà, je vais pas m'étendre, mais voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que réparer aussi, parfois, ça amène à l'interdiction. Et je trouve qu'aujourd'hui, en plus, donc on a beaucoup travaillé avec des écoles bilingues, et aujourd'hui, ces écoles bilingues sont en pur danger, quoi. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'aujourd'hui par rapport au monde des sourds. Voilà, Merci. alors on a une question, merci monsieur, on a une question vraiment sur l'interdiction, le statut de l'interdiction, la place que ça a pris dans cette histoire politique des sourds, et un partage d'expérience et un retour sur l'expérience qui est vraiment éclairante. Peut-être une réponse néanmoins courte pour pouvoir redonner la parole à la salle. Soline, Andrea, comme vous souhaitez. Oui, je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. Et effectivement, j'étais prise par le temps et j'ai pas fait toute l'histoire des sourds, mais ce que vous évoquez, c'est quelque chose de très important qui échappe néanmoins la baie de l'épée, hein, parce que l'interdiction de la langue des signes, et je mettrai aussi un bémol sur ces mots-là, et s'est fait à la fin du 19e siècle. Donc on parle de la baie de l'épée, c'est la fin du 18e siècle. Et la mise en place de cet enseignement bilingue, langue des signes, etc., ça s'est fait au courant de cette fin du 18e et début du 19e siècle. L'interdiction de la langue des signes, en fait, c'est un projet politique qui n'a rien d'interdiction parce que c'était l'avancée, comme Soline a bien dit, de ce développement d'un regard clinique sur les sourds qui a été posé à partir du fait qu'on avait tous ces sourds réunis dans ces institutions des sourds, dont une des conditions pour rentrer dans les institutions des sourds, c'était de passer un bilan médical. À l'époque, au départ, ces bilans médicaux devaient être faits par des médecins qui connaissent la langue des signes, parce qu'on était encore dans cette idée que l'enfant sourd, c'était un enfant des langues. Petit à petit, le regard plutôt réparateur de la sourdité, ou le regard clinique sur la sourdité, comme un fait pathologique, il commence à se construire. Et ça sert, cette interdiction de la langue des signes, elle va en fait suivre ces discours qui est d'une part un projet politique plus global de la société française, donc unification de la République à partir d'une langue. Donc toute langue minoritaire, la langue des signes, participant en quelque sorte à des langues qu'on pourrait qualifier de minoritaires ou de régionales plutôt, et ça représentait un danger pour ce projet d'unification politique. Donc il y a un projet politique très clair.
Deuxièmement, c'est les pédagogues qui se réunissent dans le congrès de Milan. Donc, ce congrès qui s'est fait dans la ville de Milan, en Italie, en 1880. C'est un congrès où les enseignants décident que la langue des signes, elle n'est plus une langue d'enseignement et qu'il faut passer à la langue orale. Mais d'où peut avoir, nous, l'idée aujourd'hui que les enseignants peuvent décider de la politique d'État. Donc, ce n'est pas du tout une interdiction de la langue des signes, c'est un congrès qui a été fait et mis en place par les pouvoirs publics pour, pour concrétiser, en fait, un projet politique qui venait de beaucoup plus avant. Donc, il faut éliminer la question linguistique, il faut faire ressurgir la question pathologique, parce que c'est cela qu'on va poser le regard clinique réparateur. Donc, la fonction pédagogique de l'éducation, elle va faire place à cette orthopédie que parlait Soline, et donc le projet pédagogique devient, finalement, les écoles des sourds deviennent, comme disait Bernard Mottès, des cliniques de la parole, au lieu d'être des lieux d'institution. Donc, vous avez tout à fait raison, et ces projets politiques d'interdiction de la langue des signes, il est... d'éradication de la langue des signes des salles de classe, elle va en parallèle et avec ces tensions, évidemment, et avec ces projets de normalisation du sourd à partir de la réhabilitation de l'oreille. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est différente. On a une loi qui est différente, mais qui a ses particularités. La langue des signes, elle est inscrite aujourd'hui dans une loi sur le handicap. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est une langue à condition qu'on prouve qu'on a un déficit qui nous exige ou qui nous oblige de recourir à la langue des signes comme un support de réhabilitation. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est sourd pour pouvoir être payé, pour que le pouvoir public nous paye les interprètes. Or, si c'est une question linguistique, il suffit qu'il y ait deux communautés linguistiques qui ne peuvent pas se comprendre sans la présence d'un interprète pour que l'interprète soit là. On n'a pas à prouver qu'on est sourd ou entendant pour avoir besoin de la langue des signes. On a prouvé qu'on ne parle pas la langue de l'autre. Voilà. Donc la langue des signes aujourd'hui, elle a un statut beaucoup plus reconnu, mais en même temps, elle est très en danger. Et c'est pour ça que la Fédération nationale des sourds de France, elle est maintenant, en ce moment même, dans une bataille qui consiste à dire sortons la langue des signes de la loi de handicap, mettons-la dans la Constitution. Que la langue des signes devienne une langue de la République et non pas une langue des handicapés. Voilà, je pense qu'on ouvre un débat qui nous dépasse, mais qu'il fallait sans doute pointer, effectivement. Donc, on va redonner la parole, madame, là-bas. Merci pour vos interventions. Ma question s'adresse à Laura Centemeri. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je voulais vous demander si vous pensiez qu'on pouvait réparer, malgré les irréversibilités inhérentes à l'époque actuelle dite de l'Anthropocène, caractérisée par un nouveau régime climatique, par exemple. Est-ce que dans ces conditions qui risquent d'être extrêmes, vous faites quand même une différence entre réparation et adaptation? Il y a toujours une marge de créativité, même dans des conditions de collapse, par exemple. Voilà, et plus globalement, est-ce qu'il y a des limites à la réparation? Voilà. Et enfin, je voulais vous demander comment s'appelait ce groupe qui a proposé à Seveso de procéder autrement et peut-être de manière permaculturelle avant la lettre là-bas. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup pour la question, parce que ça me permet de préciser certaines choses. Parce que, par exemple, Seveso est un cas où la contamination a quand même été telle qu'on a pu réoccuper ces espaces, on a pu recréer une vie sur ces espaces-là. Malheureusement, il y a des contaminations qui ne rendent pas possible ça, sinon au prix de transformer de manière fondamentale qu'est-ce que c'est une vie humaine dans des milieux. C'est-à-dire que je pense à pas mal d'images aussi qui circulent sur la zone de Tchernobyl, donc, où on dit, ben voilà, on peut y vivre, équiper, etc. Oui, mais bon, là, ça pose la question de quelle vie on peut mener dans ces conditions-là. Et donc, pour moi, le distinguo que j'ai voulu faire entre réparer et régénérer, c'est que justement, régénérer me semble complètement oublier que d'un côté, il y a une forme d'irréparable, tandis que quand on parle de réparation, quand même, il y a toujours
la possibilité qu'il y ait l'irréparable, ou dans la manière dont je l'entends, il y a toujours un quota d'irréparable. Tandis que voilà, ce qui m'inquiète de la régénération, c'est l'illusion qu'on puisse à chaque fois recréer un nouveau sans que ça s'épuise. Et ce que vous dites sur la situation globale, et donc le fait que cette capacité de régénération puisse être fondamentalement entamée, exactement, c'est le souci que j'ai quand je vois des mouvements qui s'excitent avec cette idée de régénération, comme voilà, parce que c'est positif, parce qu'on va vers des publics en disant non, on n'est pas des pessimistes collapsologues, on est des gens qui pensent que la régénération est possible. Oui, mais quand même, je trouve qu'au début, ces mouvements-là insistaient beaucoup plus sur le réparer, et je trouve qu'il faut quand même garder cette idée que ce qu'on est en train de faire, c'est du réparer, c'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose qui est perdu, et il faut garder le sens qu'il y a quelque chose qui est perdu. Quand on perd un lieu, il y a une partie d'irréparable. C'est-à-dire que c'est vraiment un unique spatio-temporel, c'est le produit d'une histoire qui ne se va pas se répéter. Donc, dans cette perte-là, il y a un quota d'irréparable. Et maintenir vive la conscience de cet irréparable, pour moi, est fondamental pour le sens de la limite. Parce qu'après, oui, on peut bien évidemment sacrifier. Le sacrifice est toujours possible. Mais on le signifie en tant que sacrifice. Donc, vous voyez, quand j'ai fait ma recherche sur les grands... moi, j'ai travaillé sur les conflits autour de l'extension de l'aéroport de Milan-Malpensa, qui a beaucoup de similarités avec d'autres cas d'aéroports, y compris l'aéroport chez vous en France de Notre-Dame-des-Landes. Justement, la question était de dire, bien évidemment, on peut décider ensemble que le bien commun est dans la destruction de ce lieu pour y faire quelque chose qui va bénéficier une communauté plus large. Déjà, voilà, il faut le prouver et il faut l'appuyer avec des preuves. Mais après, il faut le signifier comme perte irréparable, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas simplement, on ne le fait pas facilement, c'est-à-dire, c'est pas que la compensation écologique compense effectivement ce qu'on a perdu. Non, il y a toujours une partie de perte qui ne sera jamais compensée. Et donc, moi, je trouve que ce sens-là, que c'est quand même toujours une perte, la destruction des lieux, moi, je trouve que c'est important de se doter d'un vocabulaire qui va permettre de maintenir cette conscience présente. Voilà. Et donc, c'est pour dire que, bien évidemment, non, on ne répare pas tout, c'est-à-dire que... On est peut-être à la fois, excuse-moi, dans l'irréversible, et en même temps, il y avait une autre notion... Oui, qui étaient les associations, c'est ça que tu avais enquêté sur ces réseaux. Oui, c'était et puis après on repassera. Oui, c'était le groupe local d'une association qui s'appelle Legambiente, qui est une association environnementaliste d'écologie politique en Italie. Une autre question peut-être dans la salle? Oui, monsieur, là-bas. Alors, j'avais 3 questions à chacun. D'abord à vous, Madame Laura, concernant cette contamination. Mais en fait, la contamination, elle se passe comment? Dans l'air, dans l'alimentation? Voilà, pour moi, c'était pas très clair, les process de contamination. Une deuxième question à Andrea sur la valorisation de la BDLP. Est-ce que c'est lui qui a réellement créé la langue des signes? Donc ça, c'est une question. Et puis, à Solène, concernant ce docteur Choura qui a implanté au début une 40aine de personnes dont on a les preuves, et est-ce que 10 ans ou 15 ans après, on a fait un peu le bilan de ces personnes qui avaient été implantées? Est-ce que ce sont des réussites, des échecs? Est-ce que finalement, on peut expliquer pourquoi ces informations ne sont pas transmises? Parce qu'il y a effectivement des personnes sourdes implantées qui se sont senties victimes et pour autant, leur parole n'est pas forcément entendue ou les
informations sont passées à côté. Moi, je suis humaine et je pense qu'on a juste à prendre soin de moi, et le prendre soin de ma surdité, j'ai l'impression d'être quelque part une victime. Donc, est-ce qu'on a trace ou pas de ces événements? Est-ce qu'il y a eu échec, diagnostic, etc.? Voilà, trois très belles questions pour chacune des intervenantes. Donc malheureusement, je vais vous demander chacune de prendre 1 minute, quitte à continuer la discussion après la table ronde avec monsieur, pour pouvoir malheureusement laisser la table. Donc 1 minute de réponse chacune. Merci infiniment. Alors moi je vais très vite. C'était le cas d'un nuage toxique, donc le nuage, après, s'est déposé dans la terre, donc ça a été tout le cycle, terre, eau, etc. Donc, ça a été une contamination par nuage toxique. Concernant la question si l'abbé Delépée était le créateur de la langue des signes, en fait, non. L'abbé Delépée, il n'a pas créé la langue des signes, il a créé des signes méthodiques pour suivre, faire en sorte que les sourds puissent suivre les structures des Français, accompagnant par les signes naturels des enfants sourds. Et donc, il n'a pas créé la langue des signes. Je ne vais pas faire l'historique, mais ce qui est intéressant, c'est que la première trace écrite qu'on a de l'existence des sourds qui communiquent en langue des signes, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est Platon, dans le dialogue Le Cratyle, qui parle pour la première fois des sourds qui communiquent en langue des signes et qui expriment leurs idées en langue des signes. 4e siècle avant Jésus-Christ. Sur la question des traces et des résultats en fait de l'implant, et la question, il y a la question en fait des premières implantations années 70-80 avec tous les dossiers médicaux, et la question de l'accès aux sources médicales qui est assez problématique pour des raisons de confidentialité et secret médical. Je fais un parallèle en fait parce que actuellement en fait il y a une association qui s'appelle l'ATPIC, que j'ai pas eu le temps de mentionner tout à l'heure dans mon exposé, qui est l'association de défense des personnes implantées cochléaires, qui a été créée en 2007 et qui est une association qui se positionne explicitement comme une association de victimes de l'implant cochléaire, et qui est engagée dans une recherche de sources alternatives ou sources médicales officielles qui présenteraient des aspects excessivement positifs de l'implantation, en laissant de côté tous les effets iatrogènes, secondaires, etc. de l'implant, donc qui visent à constituer un autre corpus d'expériences et de données sur la question de l'implant. Donc ils engagent une démarche de documentation qui va dans ce sens-là, et notamment qui sollicite les personnes qui ont vécu l'implantation cochléaire et leur propose de mettre à jour, d'exhumer leurs dossiers médicaux à ce sujet. Et ça pose aussi la question des études officielles ou institutionnelles de l'implantation. Il y a eu un suivi longitudinal, je vais arrêter, ou peut-être il y a eu un suivi longitudinal sur 10 ans en fait, des enfants implantés entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, et étude qui a été critiquée aussi sur la question des résultats de l'implant et ce qu'elle choisissait d'évaluer. Voilà, je cite juste cette étude. Je pense que la controverse est ouverte et que c'était très intéressant de la mentionner pour finir. Donc je voudrais remercier les intervenantes et tous les participants qui ont animé la table ronde. Merci.